Acteurs de la formation sur mesure, créateurs de solutions marketing et communication, spécialistes en ingénierie, conseil, ce sont leurs vécus, leurs aspirations et leur engagement que vous allez découvrir dans ce podcast. Leurs histoires sont uniques et se construisent au fil des rencontres, des opportunités, des projets et des défis relevés. Découvrez leur parcours et leur quotidien, là où chaque détail compte et où la persévérance se transforme en excellence. Écoutez les récits de celles et ceux qui accompagnent les organisations dans un monde en constante évolution. Bienvenue dans Itinéraire singulier by Tacoma. Dans le domaine de la formation, l'art de la conception-rédaction demande un mélange subtil d'analyse, de créativité et de pédagogie. Concepteur-rédacteur chez Tacoma, Cyril a une expérience unique, façonnée par des parcours variés, des études littéraires aux relations presse, en passant par l'enseignement et le théâtre. Depuis 5 ans, il contribue au développement de formations sur mesure pour les clients, principalement dans le secteur de l'automobile, alliant supports digitaux et présentiels. Et clairement, ce sont ces multiples passions qui nourrissent et renforcent sa vision de la formation. Bonjour Cyril. Bonjour. Est-ce que j'ai raison en disant ça ? C'est tout à fait ça. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre métier ? Mon métier consiste à concevoir, à structurer et à rédiger des formations sur mesure pour des apprenants professionnels dans des domaines assez variés. Et notre BU à nous a quand même un domaine de spécification qui est l'industrie et plus spécifiquement encore l'automobile. Ok, est-ce que vous pouvez peut-être aller dans les détails ? Comment ça se passe d'être concepteur-rédacteur ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors plus concrètement, ça consiste à échanger avec nos clients, à analyser des sources et à en dégager des objectifs pédagogiques qui vont permettre de structurer donc des formations qui permettront généralement de la montée en compétences, de la spécification sur tel ou tel aspect. On travaille aussi sur des lancements de produits, donc de l'acculturation à ces produits. Ça peut être très très varié. Est-ce que vous pourriez peut-être, en partant d'un exemple de ce que vous avez fait, nous montrer le process réel ? Alors on reçoit des sources, on reçoit des informations que l'on va analyser, desquelles donc on va dégager les objectifs pédagogiques qui vont être vraiment le cœur de notre travail à partir de là, et donc on va concevoir toute une formation basée sur ces objectifs pédagogiques. Et quand on est sur des contenus purement sur les formats vraiment learning, on va adapter donc des activités pédagogiques qui vont permettre de maximiser l'engagement de nos apprenants. Donc ce seront souvent des activités avec des formats assez déjà spécifiques, assez précis. Quand on est sur des contenus plus présentiels, on va avoir une ouverture beaucoup plus importante en termes d'activités pédagogiques. Comme quoi, par exemple ? Moi, j'ai eu l'occasion de créer des activités qui étaient en lien avec mes aspirations ou mes expériences théâtrales, où vraiment on faisait un travail, par exemple, sur le corps, sur le langage, sur l'articulation. Et dans un cadre de lancement de produit, ça pouvait permettre aux vendeurs d'envisager leur discours de manière différente, d'avoir des points d'expertise auxquels ils n'auraient pas forcément pensé dans leur rapport avec le client. Une autre grande formation qui nous a occupés dernièrement était basée sur l'hospitalité. Donc il fallait vraiment revisiter tout un parcours de vente de la part du client et envisager des situations totalement différentes, ou en tout cas, si ce n'est totalement différentes, beaucoup plus abouties en termes d'accueil, d'hospitalité et de rapport au client. C'était un travail à la fois intéressant et à la fois très, très challengeant pour le coup. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'il fallait vraiment tout imaginer from scratch, c'est-à-dire vraiment on avait très peu de sources et ça nous obligeait à vraiment repousser un petit peu nos limites, à proposer des situations qui étaient soit validées, soit invalidées, mais à chaque fois dont on avait l'impression que c'était jamais assez poussé en termes d'hospitalité, et donc ça nous obligeait à vraiment nous décentrer un petit peu de nous-mêmes. Ce qui était en soi forcément intéressant, mais évidemment il y avait la contrepartie de se dire qu'on avait du mal à chaque fois à aller jusqu'au bout, de voir vraiment le point ultime de la formation et comment le mettre en place. Mais vous avez réussi. Mais on a réussi. Et ça plaît particulièrement aux clients, ces idées finalement un peu originales qui peuvent venir de la vie de tous les jours ? Je pense que ça peut plaire aux clients, oui, parce qu'évidemment, il y a une façon aussi, on peut faire des choses de manière peut-être plus
traditionnel, même si le mot tradition n'est pas forcément bien choisi, mais en tout cas, il y a forcément, c'est toujours intéressant, je crois, en tout cas, d'essayer d'apporter quelque chose d'inattendu ou quelque chose du renouveau, voilà, un petit peu dans quelle que soit l'activité d'ailleurs. Et ça, il y a effectivement le vécu personnel et puis la façon dont chacun va appréhender son métier qui permettra de transcender peut-être un petit peu ces aspects-là. Si on revient un peu sur le côté non présentiel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, sur quel support par exemple vous faites ces formations, comment ça se déroule? Oui, alors en dehors donc du présentiel, on va être sur des contenus principalement digitaux, donc que l'on va qualifier de micro-learning ou de modules e-learning. Et donc ce sont donc des modules en ligne qui peuvent s'adapter à différents supports tels que smartphone, tablette, ordinateur. Et donc l'apprenant pourra consulter à sa guise. Du coup, c'est là une des principales différences avec le présentiel, c'est-à-dire qu'il peut le consulter quand il le souhaite. Ouais, ça. Et vous utilisez beaucoup d'outils digitaux comme le motion design, etc. Absolument. C'est aussi un autre aspect de la formation digitale, du motion design. De la réalité virtuelle, 3D, éventuellement, ça peut arriver aussi qu'on ait des contenus de ce type-là, de ce format-là. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, à vous ? Ce qui me plaît principalement, plusieurs choses, mais justement la notion un petit peu d'éclectisme qu'on vient d'évoquer, la potentielle variété des secteurs aussi, puisque on est amené quand même à travailler de plus en plus sur des secteurs ou des points vraiment de formation qui sont pas seulement du lancement produit. C'est vrai qu'on a beaucoup de lancement produit, mais voilà, on peut vraiment être appelé à travailler sur d'autres aspects. L'hospitalité en était un très bon exemple. Tout à fait. Sur plus ce qu'on appelle des soft skills ou autre chose. Donc voilà, cet aspect-là avant tout. Il y a l'aspect équipe qui me parle énormément et qui est en plus vraiment une notion clé chez Tacoma et que j'ai ressenti très rapidement en arrivant et qui était quelque chose vraiment à laquelle j'aspirais. Voilà, j'aspirais vraiment beaucoup à travailler en équipe et avoir cette notion d'équipe soudée qui dépasse même le cadre simplement professionnel. Parce que dans votre métier, quel est l'aspect équipe ? Alors l'aspect équipe, quand on travaille sur des formats, que ce soit présentiels ou digitaux, peu importe, mais quand il y a un concepteur-rédacteur, un ou une bien sûr concepteur-rédacteur, on va travailler avec un chef de projet, éventuellement un directeur de projet, les managers également. Donc voilà, il y a vraiment toute une équipe où chacun a son rôle à jouer, mais chacun est complémentaire aussi. Il y a une complémentarité qui est très intéressante à ce niveau-là. Ça fait 5 ans que vous êtes chez Tacoma, c'est ça ? Ça fait 5 ans, oui, exactement. Et est-ce que justement vous avez en ces 5 ans acquis des expertises que vous n'aviez pas forcément ? Absolument, totalement. À 100%. C'est-à-dire lesquels ? À 100%, et c'est aussi vraiment un des aspects qui m'a beaucoup plu et auquel j'ai toujours aspiré d'ailleurs tout au long de mon parcours, lesquels le digital. Oui. Spécifiquement, tout simplement le digital. Je suis pas du tout quelqu'un du milieu digital à la base. Je n'avais vraiment aucune ni connaissance ni compétence en la matière, donc ne serait-ce que cet aspect digital. Et ensuite, la pédagogie Donc on vous a formé pour former, quoi. C'est assez intéressant. C'est complètement l'idée, c'est exactement ça. Voilà, simplement, quand je suis arrivé, on avait dû, j'imagine, voir si c'était un potentiel, certaines compétences qui pouvaient s'adapter à ce milieu-là et à l'équipe, encore une fois, car je reste convaincu que Tacoma mise beaucoup sur ses recrutements en phase avec les équipes déjà existantes. Et donc cet aspect-là, et puis l'aspect pédagogie pour adultes également, car la pédagogie, ça me parlait, puisque mon parcours en est assez imprégné. Ouais, on va en parler dans quelques secondes. Mais la pédagogie pour adultes, c'est quand même un autre univers. C'est pas du tout la même manière d'envisager les choses. Donc c'était aussi à la fois je pouvais capitaliser un petit peu, peut-être, je me disais en tout cas ça à la base, que je pouvais capitaliser sur ce que j'avais déjà vécu. Et au final, c'est quand même un autre monde. C'est quand même autre chose. Donc, ce qui est intéressant, justement, mais voilà, deux choses qui m'ont vraiment challengé et que j'ai dû apprendre, effectivement. Mais c'était aussi tout l'intérêt. C'est l'aspect digital, c'est l'aspect pédagogie pour adultes. Alors, parlez-nous de votre parcours, parce qu'effectivement, vous venez d'un tout autre monde.
Je viens d'un tout autre monde puisque j'ai une formation et je suis issu d'un milieu, pour ainsi dire, très littéraire. Voilà, moi j'ai fait des études de langue, des études de linguistique, qui m'ont amené à devenir professeur des écoles dans ce qu'on appelle le secondaire, c'est-à-dire collège, lycée ou même primaire. Je n'ai pas fait d'école à proprement parler après le baccalauréat. Moi, j'ai fait la fac, où donc j'ai investi la linguistique et les langues étrangères. Je suis issu d'une famille qui est également dans le milieu de l'enseignement. Donc voilà, tout ça m'a amené clairement à devenir professeur, ce que j'ai pu être l'espace de quelques petites années à l'étranger. Où ça ? En Autriche, Ouais. puisque donc les études de langue, en l'occurrence, c'était des études d'allemand. Et à la fin de ces études d'allemand, je souhaitais commencer à voyager un petit peu, et donc on avait la possibilité, de par nos études, d'aller travailler en Allemagne, en Autriche ou en Suisse allemande, en Suisse alémanique. Et moi, j'ai choisi l'Autriche, et donc j'y suis resté 2 ans, où j'ai pu investir un petit peu déjà le travail de l'enseignement, d'être professeur face à des élèves, ce qui était très intéressant, très enrichissant. Je renie absolument pas ça, j'ai adoré, mais j'ai senti aussi que c'est pas quelque chose qui me correspondrait sur du long terme, et que j'avais d'autres aspirations. Et comme je connaissais très bien le milieu en France, de par ma famille particulièrement, je savais d'autant plus que ça ne me correspondrait pas. Ah oui, pourquoi ? Parce que, on va dire, c'est la verticalité particulièrement qu'on a dans l'enseignement français n'est pas quelque chose qui me convient, à laquelle vous n'adhérez pas. Exactement. Après, je dis pas qu'il faut faire autrement quoi que ce soit, mais en tout cas, moi, je ne souhaitais pas pratiquer cela. En tout cas, il y a forcément. Et pour l'avoir vécu en Autriche, d'ailleurs, l'enseignement n'est pas du tout le même. Après, c'est pas non plus les mêmes conditions, évidemment. Et puis, les interactions, voilà, n'étaient pas faites pour moi, bien que mes études m'aient amené à une certaine expertise dans un domaine bien spécifique qu'est la langue allemande et la culture allemande. Je ne me voyais pas faire ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Quel a été le déclencheur pour aller ailleurs ? Alors, il y a eu une petite hésitation, puisque dans le complément de ces études-là, j'ai fait beaucoup de linguistique et donc de travail sur la langue française. Et le rédactionnel, la langue française, ça, c'est quelque chose qui me parlait peut-être davantage encore. Mais encore une fois, l'enseignement, ça, c'était non. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une opportunité très heureuse d'aller voyager vraiment à l'autre bout du monde, de passer 1 an en Australie. Ah oui, effectivement, c'est l'autre bout du monde. Exactement. Qui était une année un peu révolutionnaire dans ma vie, si on peut dire ça comme ça, mais formidable à tous les niveaux, parce que j'en suis revenu différent. Changé. Mais voilà, c'est assez classique de dire ça, mais ces voyages, en vérité, changent la vie. C'est la réalité. C'est comme ça que j'ai vécu, en tout cas. Donc, au retour de cette expérience qui était vraiment un peu transcendante à certains niveaux, en tout cas, j'ai voulu faire un petit bilan de compétences, savoir sur quoi je pouvais capitaliser dans mon parcours jusqu'à présent, dans mes compétences, les identifier et quoi en faire. Que j'habitais à Rouen à l'époque et je suis parti à Angers pour faire une école de communication, marketing, publicité. Et là, on est quoi, en 2011 à peu près ? 2011, c'est ça, oui, 2010-2011. Voilà. Et là, c'est vraiment le côté rédactionnel qui vous plaît ? Voilà, donc là, il y a vraiment, parmi les compétences que j'avais vraiment identifiées, il y avait totalement cet aspect rédactionnel qui a été un peu un fil rouge. Langue française, rédactionnelle, expression, tout ça faisait partie des centres d'intérêt et des compétences que j'avais identifiées. Et là-bas, il y a eu matière à capitaliser dessus en découvrant un domaine qui n'était même pas dans l'intitulé de ma formation, qui était communication, marketing, publicité, mais un domaine spécifique de la communication que sont les relations presse. D'accord. Et là, vous avez travaillé dans les RP, alors ? Exactement. Donc, en découvrant les RP à cette occasion, j'ai ensuite fait un stage de fin d'études en alternance d'une année dans les relations presse, et ça a confirmé que c'était quelque chose qui me plaisait, parce que je pouvais vraiment avoir cet aspect, encore une fois, rédactionnel qui était absolument essentiel, la langue française, l'écrit, et voire même les langues étrangères, et aussi je découvrais l'éclectisme des univers, puisque c'était cette boîte où j'étais à Angers, travailler avec toutes sortes d'industries, de secteurs différents. Okay. Et ça m'intéressait énormément. Ça, c'est quelque chose. Cela dit, à un moment donné, vous vous êtes
quand même spécialisé dans l'automobile, si je comprends bien. Alors, c'est pas que je me suis spécialisé. C'est qu'on vous a spécialisé. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. C'est que le parcours allant, donc ça, c'était prévu pour être éphémère, en tout cas, ça ne devait durer qu'une année. Et les relations presse, majoritairement, se passent sur Paris. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé sur Paris, sans connaître ni rien ni personne à la ville. Et voilà, il y a eu quelques mois un petit peu compliqués, quoi que ce soit, et j'ai fini par trouver une annonce et à répondre à une annonce donc d'une boîte de relations presse qui ne travaillait qu'avec des freelances et qui était basée en Normandie, mais qui, elle, était en lien avec une autre boîte, elle basée à Asnières, qui, elle, était spécialisée dans l'automobile. D'accord. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans... Et là, vous êtes resté 5 ans. À peu près 4-5 ans, oui, c'est ça. Comment est arrivé l'e-learning dans cette histoire ? J'avais vu passer une annonce Tacoma, qui proposait, donc, qui était en phase de recrutement de concepteurs, rédacteurs pédagogiques. Et j'avais identifié certains aspects qui pouvaient me correspondre, l'aspect rédactionnel particulièrement, et en plus, monde de l'automobile, qui n'est pas du tout mon monde à la base, mais que j'avais du coup forcément un petit peu découvert en ces 4-5 ans. Mais alors, ça c'est votre côté professionnel, mais le perso qui se plonge beaucoup dans le théâtre, vous vous en servez aussi dans le professionnel, c'est ça qui est intéressant quand vous venez de nous le dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça vous nourrit, cette passion du théâtre pour votre métier ? Le théâtre, à chaque fois que j'en parle, j'ai souvent tendance à dire ça, et c'est vraiment dans la plus totale sincérité. Le théâtre a changé ma vie, littéralement. Je l'ai commencé quand j'étais au collège, comme beaucoup de personnes, mais ça a duré juste une année, mais ça a vraiment été quelque chose de révélateur pour moi. Et donc voilà, moi ça m'a toujours apporté beaucoup de choses en termes d'adaptabilité, en termes d'analyse, en termes d'observation, d'écoute, qui sont des qualités auxquelles je tiens beaucoup, en termes de compréhension de son environnement, de compréhension de son interlocuteur aussi, d'attention. Et ce sont autant de qualités qui sont potentiellement... qu'on peut réinvestir en tout cas dans son quotidien et par conséquent dans son quotidien professionnel. Pour moi, c'est là la magie, si je peux dire un petit peu de cette discipline, c'est que ça nous apporte, ça nous nourrit, mais moi j'ai toujours vécu le théâtre en tout cas comme ça, quelque chose qui m'apportait et qui m'a, dans bien des situations, qui m'a servi et que j'ai pu réinvestir, c'est vraiment le terme, je pense. Alors du coup, vous pouvez me dire un peu dans les activités que vous devez concevoir, comment le théâtre vous sert face à un client ? Dans les activités purement pédagogiques, il est très intéressant d'aller puiser surtout pour les formations en présentiel, essentiellement même en présentiel, il peut être vraiment intéressant et on se sent vraiment encouragé dans cette démarche-là, d'aller puiser dans des exercices un petit peu de théâtre, dans du théâtre d'impro. Voilà, il y a tout un tas de formats de typologie théâtrale qui peuvent être intéressants à aller chercher purement à ce niveau-là. Évidemment, il faut que ce soit pertinent avec le contexte, avec la démarche, les objectifs pédagogiques qu'on a identifiés pour telle ou telle formation. Mais... Je crois que vous avez un bon exemple dans le secteur du design. Il s'est passé une façon de faire que vous avez, là où vous avez utilisé le théâtre. Ça consistait, alors c'est pas tant des jeux de rôle parce que c'est pas tout à fait le terme, mais à mettre en situation. Voilà, on mettait en situation des apprenants. Donc on était sur le design d'un véhicule, à nouveau sur un lancement de produit. Et donc ça consistait à les mettre en situation. On avait un vendeur et un client et un observateur qui prenait note de l'échange qui se passait. Et le but, c'était de montrer, par exemple, comment le vendeur pouvait parler du design du véhicule. Donc ça, c'était l'objectif. Il y avait des groupes, donc les groupes étaient répartis en fonction de l'avant, du milieu et de l'arrière du véhicule. Et on laissait un petit temps d'observation de quelques secondes à celui qui était le vendeur, et ensuite on lui bandait les yeux. Et le but, c'était qu'il soit capable de parler du design de la partie du véhicule à laquelle il était assigné, au client qui, lui, allait avoir des retours, des objections, des questions, ce genre de détails. Mais ça obligeait, dans cette l'idée-là, d'avoir une attention bien particulière et surtout une conception mentale de ce qu'il venait de voir et un retour ça obligeait vraiment à être très précis, d'identifier les points primordiaux et de pouvoir les restituer dans la façon dont il avait
l'image mentale du véhicule. Donc voilà, une certaine précision et une certaine adaptabilité aussi, encore une fois, au retour du client en conséquence. Vous avez l'air d'adorer ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce qui vous plaît réellement dans ce travail de conception, de rédaction, de formation, que ce soit en présentiel ou en digital ? Ce qui me plaît, voilà, c'est d'avoir acquis une expertise. Déjà, clairement, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est quelque chose que je n'avais pas eu ce sentiment-là jusqu'à maintenant dans les différentes expériences professionnelles que j'avais pu avoir, c'est d'avoir acquis vraiment une expertise, de découvrir un milieu. Et donc là, en l'occurrence, l'expertise, elle est sur tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. D'avoir pu aussi capitaliser sur mes compétences, c'est-à-dire, moi, je tenais à pouvoir investir toujours ce que je savais déjà faire, ou en tout cas là où je pensais avoir des choses à proposer. Et j'ai trouvé vraiment cet équilibre chez Tacoma, c'est-à-dire découvrir un nouvel univers professionnel, acquérir des compétences, et ça, même après 5 ans, ça continue. Voilà, c'est quelque chose qui se déroule sur le long terme. Donc ça, c'est un premier aspect. L'éclectisme, encore une fois, des univers, ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et même si on est spécialisé dans certains domaines, j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres BU, d'autres secteurs chez Tacoma, et donc c'est à la fois tout aussi potentiellement challengeant, mais intéressant en soi. Et puis je dirais, encore une fois, je parlerai clairement de cet esprit d'équipe, des personnes que j'ai pu rencontrer chez Tacoma, qui sont pour beaucoup devenus bien plus que des collègues. Est-ce que vous pouvez, pour finir, nous parler d'un projet phare dans lequel vous vous êtes vraiment retrouvé, qui vous a plu, et puis nous dire aussi, évidemment, pour quelles raisons ? Alors, oui, le projet phare, je pense que j'ai eu la chance d'avoir, depuis que je suis chez Tacoma, plusieurs projets coup de cœur, on va dire, quelques projets coup de cœur, et si je devais citer vraiment un projet phare, ce serait un projet en plus avec un format très original et très différent qu'on avait presque jamais fait, voire jamais fait chez Tacoma, c'est la réalisation d'une bande dessinée. Voilà, c'était quelque chose qui était absolument formidable à faire, très challengeant, car on avait un secteur très pointu, on était vraiment sur un domaine d'expertise très abouti. On avait un client qui était très exigeant, très pointilleux aussi, qu'il était vraiment difficile à chaque fois de satisfaire. Mais une fois que ce format-là a été mis en place, ça s'est déroulé beaucoup mieux, et j'ai eu la chance donc d'être en conception-rédaction sur cette bande dessinée. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'on fait en conception-rédaction dans une bande dessinée pour faire de la formation finalement à des salariés d'une société ? Oui, voilà, c'était des professionnels de la société qui devaient justement donc découvrir ce milieu, ou alors s'ils étaient déjà présents, devaient s'acculturer, comprendre le process. Voilà, on était sur un process très spécifique. La question, pour vous répondre, je ne le savais pas moi-même, puisque je n'avais jamais eu l'occasion de faire ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Dites-nous maintenant. Simplement, on commence par faire une structure très globale, on va dire. Alors le sujet, on le connaissait parce qu'on travaillait déjà dessus depuis quelques temps. C'est simplement et à la base c'était un autre format, mais voilà, c'est ça. Ouais. C'est le format qu'on découvrait. Et à la base, on était sur un autre format, mais un format plus memento qui ne convenait pas au client. Et donc il a été décidé de changer de format. Les éléments de source, les informations, on les avait déjà. Même si on a eu beaucoup de mal à vraiment les comprendre à chaque fois, car encore une fois, c'était extrêmement précis et que le client avait toujours beaucoup d'exigences à ce niveau-là. Et donc, j'ai commencé simplement par faire la structure la plus globale de ce que je connaissais de la bande dessinée, c'est-à-dire de faire des cases, déjà simplement, de répartir mes feuilles, de diviser ma feuille, mon PowerPoint en cases, et d'essayer d'imaginer comment, avec ces informations-là, on pourrait raconter une histoire. Encore une fois, comme on connaît tous les bandes dessinées, ou comme on aurait pu faire un film. Et il est apparu assez rapidement la proposition d'avoir un personnage fil rouge dans cette bande dessinée qui s'adresserait directement au lecteur, à l'apprenant. Et là encore, il y a un côté théâtral qui a joué énormément, car on adresse direct, comme ça,
il y a un style dans la rédaction et il y a un style dans le côté graphique, mais ça on y viendra plus tard. Mais il y avait vraiment cette idée d'accaparer un petit peu, d'amener le lecteur, l'apprenant dans l'univers. Et ça, c'est très théâtral. Précisément, c'est tout ce qu'on fait quand on joue sur scène, c'est tout l'intérêt, c'est d'amener le public vers nous, vers ce qu'on lui propose, vers notre univers. Oui, et puis votre personnage, il doit avoir une psychologie, il doit avoir des émotions, il doit avoir une façon de parler. Alors, et ça, c'est vous qui l'avez écrit, vous et votre équipe. Au niveau de la rédaction, oui. Ouais. Au niveau de la rédaction, oui. Alors oui, évidemment, moi avec le chef de projet avec qui je travaillais et tout. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il fallait que le côté graphique aille avec. Et c'est totalement ce qui s'est passé. Et donc, encore une fois, ça, c'est l'équipe. Vous n'êtes pas allé chercher un dessinateur de BD. Pas du tout. On avait quelqu'un dans l'équipe qui avait cette expertise assez remarquable. Gros challenge quand même, parce qu'en fait, on vous demande presque d'avoir un autre métier dans la façon de rédiger, dans la façon de dessiner. C'est autre chose, quoi. On peut complètement le voir comme ça, car c'est vrai que on se dit pas forcément qu'on va écrire une BD quand on est concepteur pédagogique ou quoi que ce soit. Bien sûr que non. Mais en même temps, il y avait quand même un lien avec notre travail, car il s'agissait pas de raconter une histoire ou quoi que ce soit. On savait très bien. Pas Astérix. C'est ça. Il y avait évidemment des éléments d'information qui étaient très clairs à faire passer, des messages qui étaient très très précis et déjà très écrits. Et c'est ça qui a été d'ailleurs le travail le plus pointilleux avec la bande dessinée, c'est la justesse des messages. Et c'est avec ça que le client était extrêmement exigeant. Ce qu'on peut bien comprendre de ce que vous faites finalement, c'est que l'originalité qui vient de vos passions et sûrement des passions des autres personnes qui travaillent avec vous dans l'équipe, c'est aussi très attirant pour le client. Je pense que ça peut être une énorme valeur ajoutée. Oui, clairement. Ça peut être... évidemment, le client, lui, n'est pas forcément au courant de tout ça, mais en tout cas, pour nous, on est conscient que ça peut être une véritable valeur ajoutée. C'est ça. Et cette idée de faire une bande dessinée, c'est pas moi qui l'ai eu d'ailleurs sur le moment, c'était une collègue de l'équipe. C'est elle qui y a pensé à ce moment-là, et je pense que je sais même pas comment ça lui est venu à l'esprit d'ailleurs, mais je pense que personne d'autre n'en serait venu à ça. C'est vraiment on capitalise énormément sur les compétences de chacun dans notre équipe, et ce qui est assez formidable, c'est qu'elles sont multiples, ces compétences, et complémentaires. Merci Cyril de nous avoir partagé votre itinéraire singulier, en espérant que la passion se renforce encore et toujours dans ce domaine, que vous affectionnez tant. Merci encore. Merci beaucoup à vous. Pour d'autres itinéraires singuliers by Tacoma, rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur les réseaux sociaux de Tacoma.